Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce BADA consacré aux échanges que nous allons avoir avec le public présent à l'école alsacienne, où donc nous avons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous avons abordé deux sujets. Le premier concernait le Hamas. Jouit-il d'une victoire ou, au contraire, doit-il se préparer à une défaite longue ? Et un autre sujet, les populismes sont-ils en train de ronger l'Europe de l'intérieur ? Sur ces deux sujets, et peut-être éventuellement sur d'autres, en tout cas, la parole est à la salle. Et d'abord, monsieur, à vous. Oui, au sujet de la question israélienne-Palestine, la solution à deux États paraît semée d'embûches quasiment impossibles à atteindre dans l'état actuel des choses. On pourrait la qualifier d'utopique. Est-ce que vous ne pensez pas, les uns et les autres, que la solution à un État, c'est-à-dire un État laïque, multiculturel, multiethnique, n'est pas finalement plus utopique que celle à deux États ? Jean-Louis ? Moi, je comprends très bien votre... Moins utopique, vous avez voulu dire. Oui. Oui. Je comprends très bien votre point, mais j'ai pas mal réfléchi comme vous à ça. Je crois l'inverse. Je pense qu'un État ne peut fonctionner que s'il y a un minimum de concorde, de confiance, de consensus entre ceux qu'ils forment. En revanche, deux États peuvent coexister malgré la méfiance, malgré même la haine. Regardez les deux Corées, ça fonctionne depuis pas mal d'années, alors qu'on ne peut pas dire qu'il y ait le moindre convergence idéologique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous avez, cela dit, tout à fait raison de dire que le chemin vers deux États est extrêmement incertain, extrêmement lointain, et que moi j'avais dit dans l'intervention que j'avais faite dans le débat sur les événements du 7 octobre, ce que j'avais dit à l'Assemblée, c'est qu'il était à la fois trop tôt et trop tard pour faire les deux États, mais qu'il n'était ni trop tôt ni trop tard pour en préciser, pour en préparer le chemin. Je crois en effet que, de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. La solution, l'État unique, c'est ce que veut le Hamas d'un côté, c'est ce que veut Israël de l'autre. Sinon, ce que en vérité Netanyahou veut, c'est qu'il n'y ait pas de problème palestinien. Ça serait très simple, qu'il n'y ait pas de Palestiniens, que les uns, ceux de Gaza, soient en Égypte, et que les autres, ceux de Cisjordanie, soient chez le roi Abdallah en Jordanie. Ça n'est pas possible. Donc, la seule façon d'organiser les choses, c'est de réunifier une autorité palestinienne, ce qu'Israël a toujours combattu, c'est en cela qu'elle avait soutenu vraiment très nettement le Hamas, et il faut soutenir cette autorité israélienne, il faut donc palestinienne, donc doter cette autorité d'un certain nombre de personnalités, comme celles qui ont été citées tout à l'heure, et essayer de réunifier l'autorité. Qui va administrer Gaza ? C'est ça la question. La question que Israël refuse absolument de se poser. On ne peut pas maintenir 2 300 000 personnes en état de guerre permanente sans aucune forme d'organisation politique. Donc là est le problème, et je crois vraiment que la solution de deux entités, les autres, Hamas parle d'entité sioniste, on pourrait parler d'entité palestinienne, que de deux ensembles différents, c'est la seule façon de faire à peu près vivre ensemble des gens qui se haïssent pour l'instant, avec évidemment des garanties et une tutelle extrêmement forte de la communauté internationale et d'abord des États-Unis. Nicole Niesotto. Oui, juste, je pense que c'est utopique si on pense que la question doit être résolue entre les Israéliens et les Palestiniens. Là, c'est totalement impossible. Mais ça devient une solution simplement difficile, pas utopique, mais difficile si on la résout par l'intégration de l'ensemble de la communauté internationale. Ce qui était le cas dans la résolution de 1948 et ce qui était le cas aussi dans les accords de Camp David, c'était des deux États dans des frontières sûres, reconnues, garanties. Et donc ça veut dire que la communauté internationale doit s'impliquer pour garantir
non seulement l'inviolabilité des frontières des deux États, mais la sécurité entre ces deux États. Donc je pense que ça n'est pas utopique, c'est simplement l'application du droit international. Tout le reste est, pour l'instant, contraire au droit. Oui. Bonjour, merci pour la qualité de vos échanges. Une question sur le Qatar. Pourquoi le Qatar finance-t-il le Hamas et pourquoi ne fait-on pas pression sur le Qatar pour limiter cet impact? Qui est le spécialiste du Qatar, Nicolas Bavrez? Non, mais la réponse est assez simple. Le Qatar finance le Hamas parce que le Qatar est très proche des frères musulmans et le Qatar a financé le Hamas avec l'approbation, l'autorisation d'Israël, puisqu'il n'y a rien, et avec l'objectif qui a été rappelé, c'était que l'objectif du gouvernement israélien était de casser l'autorité palestinienne et d'éviter que cette autorité soit légitime et renforcée. Donc c'est ça l'histoire. Il faut savoir que rien ne peut rentrer ou sortir de Gaza sans l'accord du gouvernement israélien. Donc voilà l'explication. Et comme vous savez, le Qatar a par ailleurs une position extrêmement ambiguë, puisque c'est le principal soutien des frères musulmans, c'est aussi la plus grande base américaine de la région. Et donc, il y a cette ambiguïté permanente. Mais c'est vrai qu'à l'origine, le Hamas c'est pas une création d'Israël, mais le développement du Hamas a été encouragé et porté et permis par le gouvernement israélien. Monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour la qualité des interventions. Initié à l'esprit public par ma grand-mère à côté de moi depuis de nombreuses années, j'écoute depuis L'esprit public doit se transmettre de génération en génération, madame. Je suis profondément attristé par le diagnostic qui a été fait par Monsieur Bourlange sur la montée des anti-européens. On est quand même dans un contexte avec 20 ans, 30 ans de droite molle au pouvoir qui, du coup, fait détruire les services publics depuis nombreuses années, année après année, avec un rejet de ce qui se passe. Le wokisme, aujourd'hui, c'est accepter qu'il y ait des discriminations de masse, des personnes qui sont de plus en plus marginalisées, et qui, du coup, ont besoin de retrouver une forme de dignité, de respect. Et les propositions alternatives qui aujourd'hui sont proposées reposent souvent sous une forme différente de justice sociale, avec ou non prise en compte du dérèglement climatique, et qui aujourd'hui trouvent leur écho dans un électorat de plus en plus fort de rejet de ce qui fait les recettes habituelles du néolibéralisme, qui sont de plus en plus insupportables. Et aujourd'hui, les réponses qui sont proposées par des élites blanches d'un certain âge, qu'on retrouve dans un certain panel, sont toujours les mêmes et du coup sont... Nicole, je crois que c'est de toi qu'il parle. Oui, j'ai bien compris qu'il ne faisait pas de différence entre le masculin et le féminin. Les élites, c'est féminin. C'est assez triste. Donc du coup, je vous demande d'avoir une forme aussi d'ouverture et d'autocritique dans les politiques qui ont été menées depuis 30 ans, toujours les mêmes, et dans la proposition de points de vue un peu différents, qui sont parfois un peu fatigantes à entendre. Merci beaucoup. Bon. Jean-Louis Bianchi. Je crois qu'il y a une critique de l'Europe qui est juste, mais qui n'est pas celle-là. La critique qui est juste, c'est que l'Europe n'a pas du tout réalisé la promesse qu'elle tenait. Elle est bloquée, elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas satisfaisante, elle ne relève pas un certain nombre de défis. En revanche, je trouve tout à fait inconsidérée l'idée que les services publics sont en crise, mais pour d'autres raisons qui leur sont propres, qui sont propres à notre État. Que l'idée que l'Europe ait détruit les services publics, c'est comme quand on parle de néolibéralisme, quand dans un pays où on est à près de 60% de dépenses publiques, là je vous renvoie à ce qu'écrit Nicolas, c'est vraiment quelque chose c'est simplement un déni de réalité tout à fait absolu. En revanche, sur le modèle, oui, je crois que le modèle wokiste est très mauvais, très pervers. Quand ça consiste à dire à Alain Finkielkraut retourne en Israël, c'est-à-dire substituer son identité juive à son discours, c'est inadmissible. Je crois en revanche que l'histoire française, depuis la Révolution française, depuis la Déclaration des droits de l'homme en août 89, jusqu'à la Troisième République qui a fondé les libertés fondamentales, la République, l'État-providence qui s'est institué d'abord
avec le Front populaire, puis ensuite dans les grandes réformes de la libération, tout ce système-là est un système dont nous avons lieu d'être fiers. Nous avons fait reculer en France, mais nos partenaires européens l'ont fait aussi dans leur pays. Nous avons fait reculer l'inégalité. Nous avons restauré, reconnu la dignité humaine. Nous avons intégré la classe ouvrière dans un système social. C'est unique au monde et c'est unique dans l'histoire. C'est unique géographiquement et c'est unique dans l'histoire. Alors je sais bien que ça n'est pas bien. Quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me compare, je me console. Non, nous n'avons pas lieu d'avoir une culpabilité énorme sur ce système-là. Nous avons en revanche lieu de nous inquiéter sur la démobilisation qui est la nôtre, sur le fait que nous soyons irréductiblement un peuple d'herbivores dans un monde de carnivores. Madame Bachelot, ici présente. Roselyne Bachelot. C'est ça qu'on aime chez Jean-Louis, évidemment. Je reviens au conflit israélo-palestinien et j'ai bien compris que derrière des oppositions, il y avait quand même un consensus sur le fait que la solution devait être politique, garantie par un certain nombre d'organisations internationales et d'États. J'ai l'impression que vous avez oublié un participant dans cette affaire. Comment on fait dans ces négociations pour convoquer Dieu ? Parce qu'on voit bien que dans ce conflit, quand on interroge les colons israéliens, ils vous répondent que cette terre est une terre qui leur a été promise par Dieu. Et on voit bien, quand on lit les deux chartes du Hamas, ou un certain nombre d'interprétations à partir du Coran, que ce n'est pas la destruction d'Israël qui est souhaitée, c'est la destruction des Juifs, c'est-à-dire des personnes, et non pas d'un État. Donc le rôle de Dieu est tellement important dans cette affaire, j'ai l'impression que vous l'avez oublié. On va essayer de le faire venir à la prochaine enregistrement à l'école alsacienne. Enfin, comme c'est une école... Il y a tout en haut, Christian. On va dialoguer un coup. Christian, c'est tout en haut, madame, si je vois bien, parce que vous êtes à moitié dans le noir, mais je vois quand même. Merci. Vous avez ouvert cette session extrêmement intéressante par une déclaration, M. Bourlange, en disant il est illusoire de chercher une solution militaire à un problème politique. Donc je voudrais rebondir là-dessus, et bien sûr ça ferait écho à des choses qui ont déjà été dites. Je voulais parler des frères musulmans, mais au-delà de cette zone géographique, vous avez peut-être entendu ou lu les analyses de Florence Bergeau-Blecker, qui travaille sur ce sujet depuis plusieurs dizaines d'années. Et en quelques mots, parce que c'est évidemment très, très dense, elle démontre quand même la logique de la transformation de l'opinion publique. Vous l'avez évoqué avec le wokisme, mais enfin il y a d'autres angles. La logique de la transformation de l'opinion publique, de la victimisation, et là on est tous concernés. Donc comment vous réagissez par rapport à ça ? Et puis merci pour l'Arménie. Je ne vois pas très bien comment je peux réagir. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que la victimisation est un élément absolument central de toute la communication médiatique aujourd'hui, et que c'en est un peu un poison. Parce que, bien sûr, il y a des victimes, nous sommes tous victimes, de façon générale. Nous sommes tous victimes parce que ce que nous avons en nous, d'espérance, d'appétit, de désir, n'est évidemment jamais satisfait, c'est ainsi. Nous sommes dans un monde de pénurie, nous sommes dans un monde d'hostilité, donc il y a une déception fondamentale. Et le problème, c'est est-ce qu'on érige cette déception systématiquement en un procès contre tous les autres, ou est-ce qu'on essaie de bâtir un système coopératif ? Je reconnais que d'essayer de bâtir un système coopératif est assez clairement utopique, mais je pense quand même qu'on a réalisé des choses, en Europe notamment. On a quand même fait d'énormes progrès dans la façon de travailler ensemble, même si l'Européen convaincu que je suis n'est pas un Européen heureux quand je vois les résultats qui sont très insuffisants. Mais je crois que c'est la seule voie. Nous sommes dans un univers totalement solidaire sur le plan des menaces qui pèsent sur lui. Si nous n'arrivons pas à dépasser ces égoïsmes, si nous continuons à nous enfermer, c'est ça le grand procès que je fais au Rassemblement national et aux extrêmes droites, dans un système où on voit 193 États nationaux
qui s'ignorent, qui sont souverains, chacun chez soi, de tailles différentes, donc ne pouvant construire en aucune façon un ordre stable et équilibré, on est perdu. On est perdu face à tous les défis qui nous attendent, à commencer par le défi climatique. Je pense que l'Europe, de ce point de vue-là, est une école, parce que c'est une école de la reconnaissance de l'autre. Moi, je dis toujours, donc c'est le refus de la victimisation. Dans les temps anciens, nous étions les victimes des Allemands, ou les Allemands étaient les victimes des Français. Ce que nous avons dit à un moment, c'est que nos intérêts fondamentaux, notre sécurité, notre liberté passaient par le fait que nous reconnaissions les intérêts fondamentaux, le droit à la sécurité, le droit à la liberté, le droit à la prospérité, le droit à l'unité de celui qui était en face, pour parler de l'Allemagne et de la France. Et je pense que ce mot d'ordre européen est quand même quelque chose qui, pour les gens de l'après-guerre, a apporté une sorte de confort intellectuel, moral, spirituel, qui contraste avec l'angoisse dans laquelle vivait la génération de mes parents ou de mes grands-parents. Et ça, je crois qu'il faut rester très attaché à ça. C'est un trésor absolument fondamental dont je vois énormément de force décider à le dilapider. Je ne crois pas que nous devions le dilapider, je crois que nous devons l'exporter, et notamment au Moyen-Orient, c'est certainement un instrument, un concept qui pourrait être extrêmement fécond dans cette situation épouvantable que nous connaissons aujourd'hui. Nicolas Tourneau. Pardon, pourquoi je dis Nicolas Tourneau? Nicolas Vavrez, pardon. C'est beaucoup moins bien. Maintenant, Nicolas, si tu as quelque chose à dire, c'est l'occasion. Pardon, Nicolas Vavrez. Très modestement, en me hissant au-dessus de ma condition, mais de revenir à la question sur le Dieu. Elle a été abordée par Nicole Liesotto avec l'idée de mettre de côté les extrémistes. Or, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit possible dans cette région. Une des dimensions de ce conflit qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette ville de Jérusalem, c'est le cœur des 3 grandes religions monothéistes. Et donc, il y a 2 idées qui me paraissent fausses. L'idée de croire qu'on peut trouver des solutions sans prendre en compte la religion, évidemment. Mais à l'inverse, donner le dernier mot aux religieux, je pense que, comme on l'a dit, il n'y a pas de solution possible, puisque, pour le coup, il y a 2 absolutismes qui plaident pour l'éradication de la partie adverse. Ce que je trouve intéressant côté israélien, c'est que on a vu la limite, j'allais dire, de la prise de pouvoir par les religieux. On l'a vu sur le plan stratégique et militaire. On met l'armée au service des colons, ça donne le 7 octobre. Et par ailleurs, sur la vie politique d'Israël, le fait d'avoir maintenant une vie politique qui est largement contrôlée par des religieux qui prétendent imposer leur marque à la société, alors qu'ils ne produisent pas, ils refusent de faire leur service militaire, et donc, en réalité, tout le poids de la production et les risques de la sécurité sont assumés par d'autres, on voit que ça finit par rencontrer évidemment des limites. Donc, on va voir comment la démocratie israélienne va réagir à ce qui s'est passé. Je pense qu'Israël reste une démocratie, et donc il y aura une réaction, et donc M. Netanyahou ne pourra pas rester au pouvoir. De l'autre côté, ce qui est évidemment, là il y a une asymétrie complète, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un système démocratique. Et donc là, le poids qui a été pris par le Hamas, il n'y a pas les contre-fous d'une démocratie pour essayer de limiter le pouvoir de la religion. Le dernier mot, c'est que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce choc, ce choc des valeurs de Max Weber, le choc des dieux? La seule manière, c'est de remettre de la raison politique. Et pour remettre de la raison politique, ce qui a été dit, il faut des tiers, et il faut des tiers qui acceptent de s'engager pour des formules de compromis. Nicole Liesotto. Oui, sur ce point encore, c'est vrai que c'est un territoire très particulier, la Palestine, puisque ce sont l'acte de naissance des 3 monothéismes. Il y en a déjà un qui a perdu. Ce sont les chrétiens. Il y a 30 ans, en Palestine, les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie étaient à peu près à 30%, 35% chrétiens. Aujourd'hui, ils sont pratiquement plus que 10% à être chrétiens. Donc il y a déjà un monothéisme qui a disparu. Deuxièmement, la question c'est de savoir si on prend en compte la rationalité par le droit divin,
ou la rationalité par le droit international. Et là, c'est encore une fois la colonisation qui est en jeu. Moi, je pense qu'il est possible, Nicolas, de mettre de côté l'extrémisme. Pardon ? Non. On n'entend rien ? Pardon. Non, on n'entend rien. Pour les colons, ils ne se considèrent pas en territoire occupé. Ils se considèrent en territoire divin. Autrement dit, les conventions internationales, en particulier sur l'obligation des puissances occupantes sur les territoires occupés, le chapitre 4 de la Convention de Genève, ils ne veulent pas en entendre parler, parce que pour eux, ce ne sont pas des territoires occupés, ce sont des territoires disputés en droit divin. Et donc, si on accepte cette logique, il n'y a aucune issue. C'est pour ça qu'il faut absolument contraindre le gouvernement israélien à revenir au droit et à évacuer du gouvernement, du pouvoir, tout ce qui se réfère à une métaphysique religieuse pour expliquer la politique du gouvernement. Je crois que c'est absolument fondamental que le début d'une solution à deux États passe par la condamnation de la colonisation dans les territoires occupés, et en particulier à Jérusalem. Il y a énormément de reportages qui montrent à quel point, sur ces conflits de religieux, à Jérusalem-Med, qui est partagé entre non seulement les chrétiens, les musulmans, mais les arméniens et puis les orthodoxes, il y a aujourd'hui toute une politique du gouvernement israélien de rachat des immeubles appartenant à des églises qui ne sont peut-être pas complètement convaincus que l'argent n'est pas une valeur divine, et de façon à... Non, mais c'est très intéressant, et c'est très dangereux. Oui, bonjour. C'est toujours aussi une question pour Nicole Neuzotto. Par rapport à la montée des populismes, vous avez souligné la désinvolture des institutions européennes. Oui. Alors, comme nous sommes dans une émission où on appelle un chat, il faudrait peut-être parler aussi de la désinvolture des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est une vieille tradition que connaît aussi M. Bourlange, qui nomme souvent à la tête de ces institutions européennes, je dirais des personnages faibles, fallot, aisément manipulables, ou alors des leaders dont le tropisme atlantique, je pense à M. Barroso, mais je pense aussi à Mme Ursula von der Leyen, l'emporte parfois sur, je dirais, l'intérêt européen. Pour faire le lien entre les deux parties, on se souvient que la présidente de la Commission, après les attaques du Hamas, s'est rendue très vite en Israël, sans avoir un seul mot pour les Palestiniens en Israël, où elle n'avait d'ailleurs pas mandat des 27 pour se rendre. Donc elle ne représentait qu'elle-même. Nicole Neuzotto, ou Jean-Louis, ou les deux. Il n'y a pas de lien vraiment entre le voyage de Mme von der Leyen et la montée du populisme en Europe, ça je ne crois pas. Je crois que, enfin, quand même, les dirigeants européens que l'on a aujourd'hui sont quand même parmi les meilleurs qu'on ait eus depuis Delors. Mais ma question, c'est pas... Moi, mon intervention n'était pas contre tel ou tel dirigeant. Je dis qu'il y a une culture aujourd'hui bureaucratique qui est qu'on compte les voix au Parlement et on se dit, bon, l'extrême droite n'aura pas la majorité, donc c'est pas grave. On regarde les présidents, on se dit, on ne peut pas changer, c'est comme ça, ce sera la Hongrie, mais c'est 6 mois, c'est pas grave, après on oubliera. Et que cette culture bureaucratique simplement de comptabilité ou de respect d'un texte qui n'a aucune valeur juridique, c'est une décision politique du Conseil, tout cela est absolument dramatique, que ça encourage, en tout cas ça ne diabolise pas la montée du populisme. Et mon dernier point, je n'avais pas eu tellement le temps d'expliciter, c'est qu'il y a une indulgence pour les mouvements populistes quand ils respectent le marché. Madame Meloni est bienvenue maintenant, et monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, le néerlandais, sera tout à fait bienvenu, parce qu'ils ne remettent ni en cause ni le marché intérieur, ni la mondialisation, etc. Et ça, c'est très grave, parce qu'une Europe populiste, libérale, moi, c'est pas ma tasse de thé. Madame. Bonjour. Je voulais vous poser une question. La communauté internationale aujourd'hui condamne Israël.
alors qu'il y a eu des guerres avec Bachar el-Assad et que la communauté internationale n'a pas évolué de la même manière. Donc je voudrais comprendre un petit peu cette situation et d'autre part, comment aujourd'hui organiser la sécurité de l'État d'Israël avec en face la Turquie, l'Iran. Je pense que ça va être très difficile et qu'ils sont très inquiets sur leur sécurité aujourd'hui après ce massacre du 7 octobre. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que nous avons condamné et nous avons vécu l'atrocité de la politique de répression menée par Bachar al-Assad en Syrie avec beaucoup d'émotions, beaucoup de force. C'est vrai que nous n'avons pas été efficaces. Nous ne sommes d'ailleurs pas forcément efficaces sur le débat sur la situation au Moyen-Orient aujourd'hui. Je crois qu'il faut quand même bien voir que nous sommes dans un système où on a 193 États indépendants et que l'intervention d'un État ou d'un groupe d'États sur un autre, c'est pas évident. Ça ne marche très souvent pas du tout. C'est considéré, c'est pas comme un code de forcement sur notre ordinateur où on dit à Bachar el-Assad, abominable, on appuie. Nous étions prêts, le président Hollande l'avait clairement dit, nous étions prêts à intervenir au moment où Bachar el-Assad s'est livré à des agressions chimiques absolument inadmissibles. C'est le président Obama qui, après avoir dit que c'était une ligne rouge, a changé d'avis. Et on n'allait pas intervenir tout seul, nous n'étions pas en mesure de le faire. Donc, c'est ça qui s'est produit. Mais vous savez, nous avons des habitudes historiques d'intervention, parce que nous sommes le pays de Louis XIV et de Napoléon Ier. Mais c'est fini. Nous sommes une puissance comme les autres, solidement dotés sur le plan militaire, économiquement relativement développés, socialement équilibrés, mais nous sommes une puissance moyenne. Nous ne pouvons pas, personne n'attend de nous que nous soyons le gendarme du monde. Et d'ailleurs, ceux qui ont essayé d'être les gendarmes du monde au cours des 40 dernières années ont échoué. Les États-Unis ont échoué dans toutes leurs interventions militaires depuis la guerre de Corée, excepté la guerre de Corée, où ils ont quand même assuré la protection d'une partie du territoire coréen, sous l'autorité du général MacArthur. Mais le Vietnam a été absolument un désastre. L'Irak, le Koweït a été un succès parce qu'il a été géré avec énormément de réserves et de retenue par le président Bush père. C'est vrai que ça a été quelque chose d'assez bien mené. Mais à part ça, la guerre d'Irak a été épouvantable. L'intervention en Afghanistan, on a consommé des millions de dollars, des hommes sont morts, etc., sans aucun succès. Donc vous savez, ça n'est pas quelque chose de facile que d'intervenir dans des endroits où on n'est pas souverain. Je crois qu'il faut bien voir ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, selon moi, il faut absolument que l'Union européenne se constitue d'une façon plus puissante, car c'est à ce prix qu'on pourrait peut-être intervenir, mais la diplomatie de la carte de visite, qui consiste à dire « faites appel à moi si ça ne va pas », il faut encore avoir un peu plus de moyens que nous en avons. Monsieur. Oui, bonjour à tous. J'avais 2 questions, mais je vais donc me restreindre à un pronostic et une question. Les développements seraient probablement trop longs pour les deux. Donc là, mon pronostic, c'était en rebond à ce qu'a dit Jean-Louis Bourlanges tout à l'heure sur le fait que le problème palestinien n'allait pas disparaître. Je pense que les 20 dernières années nous ont montré que la volatilité des opinions publiques mondiales était quand même importante sur la question. Et le pronostic que je formule, c'est que peut-être que dans 20 ans, on aura effectivement des Palestiniens en Jordanie, des Palestiniens en Égypte, tels des Catalans qui n'ont pas d'État et qui sont rattachés à d'autres États. Bon, c'est un pronostic un peu pessimiste, mais je vous donne rendez-vous dans 20 ans pour regarder où on en est sur cette question-là. La question que je voulais poser à Jean-Louis Bourlanges, enfin à l'un d'entre vous, peut-être, est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que pense le président de la Commission des Affaires étrangères de Finlande? Car j'ai entendu dire qu'il y avait des échanges intéressants sur le sujet et je m'en voudrais de quitter le... Merci de relancer Jean-Louis Bourlanges sur le truc. Il y a, sur le président de la Commission des Affaires étrangères de Finlande, dont Jean-Louis nous avait promis de dire que... non, derrière. Oui, j'ai rencontré le président de la commission, mon homologue, donc
comme le président de la Commission des affaires étrangères de Finlande quand j'ai préparé mon rapport sur l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Alors, le président est un vrai Finlandais. Les vrais Finlandais, c'est-à-dire c'est un Finlandais d'extrême droite. Et la rencontre était intéressante. Non, le vrai Finlandais, c'est leur parti. Oui, le vrai Finlandais, c'est le parti, oui bien sûr. Et alors, c'est un homme, alors, ça a été une rencontre intéressante parce qu'elle a opposé deux valeurs fondamentales, mon laconisme et la prolixité finlandaise. C'est-à-dire que... Laisse-nous imaginer une seconde. J'ai expliqué au président finlandais des tas de choses sur la Russie et je lui ai dit à la fin, mais est-ce que vous considérez donc que la Russie est devenue une menace grave ? Il a observé, comme font souvent les Finlandais, 5 à 7 secondes de silence et il m'a dit oui. Ensuite, je lui ai dit, la Finlande, long développement, avec mon laconisme habituel, long développement sur l'intérêt que présenterait l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Et je lui ai dit, croyez-vous que maintenant, il est temps pour la Finlande de renoncer à sa neutralité ? 7 secondes de réflexion, oui. Et j'ai eu 2-3 questions comme ça, donc j'en ai conclu que les Finlandais d'extrême droite étaient de très bons Européens. Voilà. J'espère que tu as pris son 06 parce qu'on va l'inviter. Madame, vous avez été longue à recevoir ce micro. Ce sera pour une question courte, peut-être avec une réponse un peu plus compliquée, certainement, mais enfin, je pense qu'elle ne vous fera pas peur. La solution qui paraît recommandée de façon assez générale, c'est donc la solution à 2 États, et on ajoute généralement dans des frontières sûres et reconnues. Et garanties. Est-ce qu'on pourrait nous en dire un petit peu plus sur ces frontières ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, elles ne sont ni sûres ni reconnues, elles ne sont pas imaginées. Il paraît que le général de Gaulle, qui a gardé des échanges épistolaires assez réguliers avec le président Ben Gurion, jusqu'à la fin de sa vie, puisque j'ai appris que, notamment, le lendemain de la mort du général de Gaulle, était parvenue à la Boisserie une lettre de Ben Gurion, donc pas du tout une lettre de condoléances, c'est une lettre qu'il avait écrite pensant que le général de Gaulle était encore en vie. Et il semble que dans ces échanges, le général ait expliqué à l'ancien Premier ministre d'Israël que le problème des Israéliens était qu'ils ne pourraient jamais régler leur affaire s'ils ne disaient pas où étaient leurs frontières. C'était la conséquence de sa prise de position contestée, mais assez lucide, de 67, en disant si on n'arrive pas à savoir où Israël s'arrête, on n'arrivera jamais à avoir une situation pacifiée. Alors aujourd'hui, il est absolument impossible de répondre à votre question. C'est pour ça que je pense qu'il est à la fois trop tard, parce qu'il y a eu un moment avec Rabin, etc., qui est passé, trop tard pour réaliser cette opération, et trop tôt pour la réaliser, parce que nous sommes en pleine crise, même si c'est la solution vers laquelle on doit tendre. Mais je crois que la première chose à faire, c'est de réunifier l'autorité. C'est 2 choses à faire qui sont essentielles pour commencer. Il faut faire un pas, et puis ensuite on verra. C'est d'abord d'arrêter le développement de la colonisation en Cisjordanie. Alors là, on se heurte à l'objection Roselyne, c'est-à-dire il y a Dieu qui nous dit c'est la Judée-Samarie, ça appartient à Israël, point final. Non, il faut absolument arrêter ça. Et deuxièmement, il faut accepter l'idée qu'il y ait une réunification de la gestion des 2 branches, des 2 parties de la Palestine sous une autorité unique. Ce que le gouvernement israélien s'est acharné à éviter au cours des 20 dernières années. Ça a été le leitmotiv, l'axe central de la politique de Netanyahou, le diviser pour régner. On met à Gaza Hamas, on le laisse vivre, on laisse le Qatar se développer, et selon la formule d'un de ses ministres, l'autorité palestinienne est notre problème, et Hamas notre chance. Ce qui était quand même, et on a vu le 7 octobre, que la politique du pire était toujours la pire des politiques. Mais je crois qu'il faut commencer par ça, essayer de reconstituer une autorité palestinienne, et là, il est stupéfiant que près de 2 mois après cette affaire, Israël n'ait pas articulé le
quart de la moitié du dixième d'une proposition relative à la gestion de la zone de Gaza. 2 300 000 personnes. Ils vont qu'est-ce qui va se passer? On dit ils sont en guerre, etc. Puis c'est tout. On fait venir quelques camions de temps en temps. Ça n'est pas possible. Donc on a un problème. Israël doit regarder en face cette situation. Et à mon avis, il faut commencer par ressouder les deux parties de l'autorité palestinienne. Et évidemment, il faut que Mahmoud Abbas s'entoure, dans un premier temps, avant qu'il y ait des élections et un renouvellement, de personnalités plus jeunes, plus dynamiques, plus respectées, et plus notamment respectées des Israéliens aussi. Et ça, c'est la tâche que nous devons faire. Le reste, ça sera « demain est un autre jour », comme disait le président Edgar Faure. Nicolas Bavrez. Quelques mots rapides pour prolonger plusieurs des questions. D'abord, ce qui est intéressant avec De Gaulle en 67, c'est vrai que la formule sur Israël, peuple sûr de lui-même et dominateur, a éclipsé le reste. Mais le reste est quand même très impressionnant parce que dès 67, De Gaulle a bien pointé que derrière cette victoire éclair d'Israël et spectaculaire lors de la guerre des 6 jours, que le problème central, c'était le problème de la colonisation. Et que Israël s'engageait dans quelque chose dont il n'arriverait pas à trouver la solution. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Pour répondre à ce qui a été dit, dans 15 ou 20 ans, aujourd'hui, à tort ou à raison peut-être, mais en tout cas pour 85% des hommes, des 8 milliards d'hommes qui peuplent la planète, l'horreur absolue, c'est la colonisation. Et Israël est à la fois le symbole, la pointe avancée de l'Occident et le parangon de la colonisation. Et ça, c'est quelque chose qui va peser extrêmement durablement et qui va isoler de plus en plus Israël. L'idée derrière, effectivement, c'est l'idée suivante de Netanyahou et des religieux que les 2,3 millions de Gazaouis vont aller en Égypte et que les Palestiniens de Cisjordanie vont aller en Jordanie. C'est une idée qui ne fonctionne pas et qui ne se réalisera pas parce que les Palestiniens n'en veulent pas, les Égyptiens n'en veulent à aucun prix et les Jordaniens n'en veulent à aucun prix. Et donc, cette solution-là, qui est la solution des religieux juifs et d'une partie de l'extrême droite israélienne, cette solution ne fonctionne pas. Sur les garanties internationales, on l'a dit, les garanties, elles ne peuvent être apportées, la garantie de frontières avec... Je rappelle quand même l'idée qu'il y a quand même un droit international et que théoriquement, les frontières, c'est celle de 1848. Et derrière, la seule garantie internationale, elle peut être apportée, mais l'Occident ne peut plus seul le faire. Il faudrait qu'il y ait une garantie Occident et puis pays arabes modérés. Est-ce que c'est possible? On le verra, mais c'est la seule manière d'avoir ces frontières qui soient sûres, reconnues, garanties. Nicole Nisotto. Oui, d'abord, je voudrais faire un petit commentaire sur la personne, je crois que c'est le monsieur qui avait comparé les Catalans en Espagne aux Palestiniens en territoire occupé. Je trouve que c'est vraiment pas sympathique, ni pour les Catalans, ni pour l'Espagne. Je trouve que la comparaison n'est pas raison, en l'occurrence. Deuxièmement, sur la question des frontières, moi je voulais dire ça, la question des frontières, normalement, ce sont les frontières de 48. Voilà, ça c'est le droit international. Après, l'objet d'une négociation, c'est de négocier. On peut toujours... mais l'objet d'une négociation, c'est effectivement de voir comment on peut, entre 48 et 67, trouver peut-être un compromis qui satisfasse tout le monde. Mais quand on regarde un peu les différents scénarios qui existent pour Gaza de la part des politiques ou des journalistes israéliens, on a plusieurs scénarios qui sont tous complètement fous. Le premier scénario, ce serait la nouvelle colonisation de Gaza par Israël, avec colonisation, entendons-nous, que Israël reprenne le contrôle de Gaza. Ça, c'est non, c'est niet, c'est un non-starter, ils n'en veulent pas. Deuxièmement, vider Gaza, avec, comme l'a dit Nicolas, envoyer les Palestiniens en Égypte et en Jordanie. C'est une solution qui a la faveur de beaucoup d'Israéliens, ce qui voudrait dire recoloniser Gaza par Israël, reprendre Gaza dans le territoire israélien. Troisième... Il faut qu'on laisse la place. Il faut qu'on laisse la place. Il y a quand même un troisième scénario que l'on voit dans la presse, c'est de donner le contrôle de Gaza
à une espèce de mandat conjoint aux pays arabes modérés, c'est-à-dire un mandat Qatar, saoudien, par exemple, pour contrôler Gaza à la place des Palestiniens. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est un scénario qu'on trouve, un mandat arabe modéré sur le territoire de Gaza. Ce n'est pas le début non plus, à mon avis, d'une solution, mais ça prouve qu'en tout cas, il y a quand même la tentative... Qu'est-ce qui se passe ? Non. Pardon. Il y a quand même une tentative dans la société civile israélienne de sortir de cette impasse. Merci beaucoup, je regrette, mais malheureusement, il est 1h et il faut que nous cédions la place en remerciant une nouvelle fois l'école alsacienne de son accueil, en rappelant d'ailleurs que dans 2 jours, il s'y tiendra un salon du livre où il y a 140 auteurs et en nous rappelant de soutenir notre podcast.